À force de multiplier les sorties agressives contre l'Algérie, Retailleau ne défend pas la France, il l'affaiblit. Chaque déclaration humiliante ferme des portes diplomatiques, isole Paris et offre à l'Italie des contrats et une influence croissante au Maghreb. Pendant que Retailleau joue aux guerriers du passé, la France perd des marchés, du respect et sa place stratégique. Ce n'est pas l'Algérie qui nous humilie, ce sont nos propres dirigeants à courte vue. La diplomatie exige de la vision, pas de la posture. La France mérite mieux que des croisades idéologiques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je rappelle que nier l'Holocauste est un délit. Je nie rien du tout, madame. Mais ce sont les crimes des Européens, pas les nôtres. Après 45, les Européens ont organisé le plus gros mercato jamais organisé. Ils ont négocié le plus gros transfert jamais négocié de toute leur existence. Ils ont transféré leur culpabilité sur nous les Arabes, et en l'occurrence les Palestiniens. En Europe, il y a eu un vrai travail de remise en question autour de l'Holocauste. Madame, ça c'est des mythes. Votre remise en question n'a jamais été sincère et honnête. Mais comment tu peux affirmer ça? Parce que c'est tellement facile de faire les gens qui ont du regret et de l'empathie quand c'est pas vous. Par vous, j'entends l'Europe, bien sûr. C'est pas vous qui avez payé la note pour vos crimes. Tu te trompes? Tu te trompes? Il y a eu une reconnaissance des crimes du passé. Comme tu peux le voir, il y a des monuments, il y a des commémorations. Non, madame, ça c'est du bluff. On n'a pas pris un bout de la Bavière ou de la Flandre pour la donner aux Juifs en guise d'excuse. On a été volé la terre de personnes qui n'avaient strictement rien fait et qui n'étaient en rien responsables du génocide causé par les Européens. Bon, écoute. Et maintenant, après avoir spoilé les Palestiniens, les avoir massacrés, on veut exterminer tout un peuple normal. Hein? Et la télé nous dit que c'est normal. Et nos politiques nous disent que c'est normal. Qu'il faut prendre le temps de l'analyse. Mais analysez quoi, s'il vous plaît? Yacine, tu peux dire la même chose, plus calmement. Imaginez 2 secondes, madame. Vous êtes chez vous à la maison. On vient, on vous la vole. On tue la chair de votre chair sous vos yeux. Votre fille, votre frère, votre sœur. Et en prime, on vous traite de terroriste. Yacine, calme-toi, s'il te plaît. Quel être humain accepterait ça? Hein? De se voir humilié comme ça, de vivre sous l'apartheid, où tout te rappelle que tu es considéré comme un animal, sur ta propre terre. De voir et d'entendre ces drones rôder continuellement sur ta tête. De te dire qu'à tout moment, c'est mort, parce qu'un gars que tu connais même pas, manette en main, a décidé que pour toi c'était foutu. Tu deviens agressif, là. Vous savez, madame, la vérité, c'est que les gens, ils ont pas besoin d'avoir fait des grandes études, ou de connaître l'histoire dans sa complexité. Ce que les gens ont vraiment besoin, c'est juste d'avoir du courage. Ce mardi, l'ambassadeur israélien s'est exprimé devant les sénateurs français. Face aux accusations croissantes visant les exactions commises à Gaza, il a fermement nié toute qualification de génocide. Mais ces arguments, souvent déconnectés des réalités, documentés sur le terrain, révèlent de l'aberration morale et juridique. Informer, partager, refuser l'impunité. La vérité ne peut pas être laissée aux seuls diplomates. Abonnez-vous, diffusez cette vidéo et exigez des responsables politiques qu'ils agissent selon le droit international, pas selon la complaisance. Je vous laisse visualiser l'extrait et on revient juste après. Quelle perspective politique imaginez-vous qui n'implique pas justement le génocide du peuple palestinien? L'utilisation du terme génocide était, je m'excuse, mais est vraiment regrettable. Parce que, vous savez quel est le taux le taux de naissance? Natalité chez les Palestiniens? C'est 3 enfants par personne. À peu près 3. Il y a plus de Palestiniens aujourd'hui qu'il y avait le 6 octobre. Alors dire qu'il y a un génocide, non. Alors dire qu'il y a un génocide quand la population augmente, c'est grave. On entend souvent cet argument, d'ailleurs il a été repris par l'ambassadeur israélien. Les Palestiniens ne peuvent pas être victimes d'un génocide. Ils ont 3 enfants par femme. Mais que dit réellement ce chiffre? Rien, absolument rien sur la question du génocide. Car un génocide, ce n'est pas une baisse de natalité, c'est une intention de destruction. Destruction d'un peuple,
d'une identité, d'un avenir. Et ça, la Convention de l'ONU sur le génocide est très claire. Tuer, affamer, déporter, priver d'eau, de soins, de dignité. Ce sont des actes de génocide, même si les survivants continuent à faire des enfants. D'ailleurs, parlons chiffres. Les femmes juives en Israël, elles aussi, ont environ 3 enfants en moyenne. Est-ce qu'on ose dire que ça empêche de parler de la Shoah? Bien sûr que non. Parce qu'on sait que le génocide, c'est une question de politique, d'intention, de violence organisée. Pas de statistiques de naissance. Alors pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? L'argument de natalité est une diversion, un écran de fumée pour masquer la réalité. Car à Gaza, en Cisjordanie, ce que vivent les Palestiniens, ce sont des meurtres de masse, des bombardements de civils, des coupures d'eau, des enfants amputés faute de soins, des familles entières rayées de la carte. Est-ce qu'il faut attendre qu'il n'y ait plus un enfant, un seul enfant, pour appeler ça un génocide? Bien sûr que non. Il faut juste regarder les faits et écouter le droit. Enfin, du courage. Dans un contexte où la parole publique se durcit dangereusement et où la haine se banalise, Khadija Aoudia ose franchir une étape que beaucoup redoutent. Elle a déposé plainte contre le ministre de l'Intérieur, l'accusant d'appel à la provocation, à la haine et à la discrimination. C'est un geste fort, presque historique, dans un climat où l'on a souvent l'impression que certaines voix peuvent dénigrer impunément des communautés entières. Cette plainte, c'est un signal. Nous ne sommes pas condamnés au silence. Pourquoi c'est important? Parce que laisser passer de tels propos, c'est normaliser la haine. Parce que la justice doit être la même pour tous, quelle qu'elle soit la fonction ou la notoriété. Parce que défendre la dignité, c'est défendre la démocratie. Ce que vous pouvez faire, c'est partager massivement cette information pour briser le mur du silence. Envoyer des messages de soutien à Khadija Aoudia. Refuser collectivement toute banalisation du racisme et de la discrimination. Plus cette affaire sera visible, plus il sera difficile pour les institutions de l'enterrer. Le courage appelle le courage. Une réponse suite à la provocation américaine. L'ambassadeur américain en Israël qui suggère à la France de détacher la Côte d'Azur au profit d'un État palestinien. Je lui dis, puisque vous semblez si profondément engagé à soutenir un foyer national juif, coûte que coûte, pourquoi ne pas montrer l'exemple en détachant un État américain pour l'offrir aux Israéliens? L'Ohio, par exemple, est vaste, peu peuplé et surtout sans civils palestiniens à déplacer. Ce serait une belle occasion de concilier vos principes avec votre territoire, sans colonisation ni bombardement cette fois-ci. On appelle ça joindre le geste à la parole. Vous en pensez quoi, monsieur l'ambassadeur? Des Gazaouis meurent en allant chercher de la nourriture. Pas en combattant, pas dans leur maison, mais en espérant survivre, rien que survivre. Israël ne va plus les traquer chez eux. Elle leur tend une embuscade. Ils laissent entendre, venez, il y a de l'aide. Et ils viennent, affamés, épuisés, déshumanisés. Mais ils ne repartent pas. Ils tombent criblés de balles, par dizaines, par centaines. Les soldats israéliens n'ont plus besoin de se fatiguer. Les Gazaouis viennent à eux, volontairement. Ils cherchent un sac de farine, un peu d'eau. Et c'est là que ça devient insupportable. Israël refuse que des ONG internationales comme l'ONU ou la CICR gèrent l'aide. Pourquoi? Parce qu'il veut tout contrôler. Qui reçoit? Qui meurt? Qui peut vivre? Et sous quelles conditions? Ce n'est plus de l'humanitaire, c'est un appât. On appelle cela une stratégie de guerre. Mais contre qui? J'aimerais bien savoir, contre des enfants, des mères, des personnes âgées? Ce n'est plus une guerre, c'est de l'organisation de la famine. C'est de la militarisation du désespoir. Et la communauté internationale dans tout ça, elle regarde, elle sait et elle se tait. Partage ce poste, ne laisse pas la vérité mourir avec eux. Tu es responsable. François Bayrou, aujourd'hui Premier ministre,
possède un fonds de commerce dans une entreprise d'élevage de chevaux qui affiche un déficit de 18 799 €. Si un responsable politique peine à équilibrer les comptes d'une petite structure, comment peut-on croire qu'il sera capable de gérer avec succès les finances et la complexité d'un pays entier? Certes, diriger une nation n'est pas exactement comme diriger une entreprise, mais la rigueur budgétaire, la capacité à anticiper les problèmes financiers et à trouver des solutions efficaces sont des qualités universelles. Or, un déficit dans une petite activité personnelle peut témoigner d'un manque de prudence ou de gestion financière. Confier la France à quelqu'un qui n'a pas su éviter un tel déficit, c'est un peu comme demander à un capitaine qui a déjà échoué à tenir à flot une barque de piloter un paquebot en pleine tempête. Vous en pensez quoi? Quand on accède au pouvoir et pour devenir ministre, on est obligé de passer par la case haute autorité pour la transparence de la vie publique. Mais certains de nos ministres deviennent amnésiques. Je vous fais la liste de nos ministres et les montants qu'ils ont oublié de déclarer. Rachida Dati, ministre de la Culture, a oublié de déclarer un demi-million de bijoux. Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice, a quant à elle oublié de déclarer 3 appartements, rien que ça. Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à l'écologie, a oublié son plan d'épargne entreprise à hauteur de 45 334 €. Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, quant à lui, a oublié de déclarer son assurance vie Groupama à hauteur de 11 167 €. Christelle Dubos, secrétaire d'État à la Santé, a oublié de mentionner des terres agricoles pour la somme de 22 660. Le ministre d'État, Adrien Taquet, s'est vu réévaluer son bien de 780 000 € à 1 108 400 €. Alain Griset, ancien ministre délégué au PME, a été condamné pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Jean-Paul Delevoye a été condamné en 2021 à 4 mois de prison avec sursis, 15 000 € d'amende parce qu'il n'a pas déclaré plusieurs mandats. Et la liste n'est pas complète. L'éthique n'a plus de valeur quand on devient ministre. Voilà l'état de la France. Je n'ai zéro compassion pour les Palestiniens, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Pourquoi? Vous armez vos enfants à 3, 4, 5 ans et les lobotomiser pour que ce soit les futurs terroristes de demain. Ah, j'ai oublié quelque chose. En plus, je suis sioniste. T'as pris un mic pour parler fort, mais c'est des bombes que clash dehors. Tu dis défendre un idéal, mais tu piétines les corps, les morts, le moral. Face cam, tu verses ton venin, comme si les vies n'avaient plus de fin. T'oublies que les mères, les enfants, c'est pas des cibles pour ton camp. Zéro compassion, zéro cœur, et sans mensonge en plein le viseur. Tu cries sionisme comme un drapeau, mais ce que tu portes, c'est pas le fardeau. Aujourd'hui, boycott fait plier. Tu te rétractes, tu veux négocier, mais quand t'appelais à l'extermination, t'assumais bien ta déclaration. T'as confondu micro et marteau, t'as frappé fort, mais c'était faux. T'as oublié la base humaine, que chaque peuple a droit à la même peine. Tu dis que t'assumes, que tu dénonces, mais c'est les civils que t'enfonces. Tu veux qu'on ferme les yeux, pendant que toi tu vises les cieux. Zéro compassion, zéro cœur, et sans mensonge en plein viseur. Tu cries sionisme comme un drapeau, mais ce que tu portes c'est pas le fardeau. Aujourd'hui boycott fait plier. Tu te rétractes, tu veux négocier, mais quand t'appelais à l'extermination, t'assumais bien ta déclaration. Les mots ont un poids, surtout quand ils tuent. On n'oublie pas ce que t'as voulu exclure. Tu peux gommer, mais tout est écrit. La vérité elle finit toujours par surgir. Il y a des pressions qui se veulent discrètes et d'autres qui se croient intimidantes. Les unes se glissent dans des conversations, les autres se cognent contre nos convictions. Mais aucune, absolument aucune, ne nous fera reculer. Nous ne parlons pas pour plaire,
Nous parlons parce que la vérité exige une voix. Nous ne défendons pas une mode, ni un courant. Nous défendons un principe, celui que la justice n'a pas de frontières, que les vies humaines se valent et que la liberté n'est pas négociable. La cause palestinienne n'est pas une opinion, c'est un combat pour la dignité humaine. Et tant qu'une seule maison sera détruite, tant qu'un seul enfant sera privé de demain, nous serons là pour rappeler ce que d'autres préfèrent oublier. Oui, nous savons que chaque mot dérange ceux qui aimeraient effacer les images. Oui, nous savons que chaque phrase déplaît à ceux qui ont intérêt au silence. Mais ce silence ne sera jamais le nôtre. Oui, nous continuerons avec la même clarté, avec la même fidélité à nos valeurs et avec la certitude que l'histoire finit toujours par donner raison à ceux qui n'ont pas trahi la vérité. Partagez, interréagissez s'il vous plaît. Pendant des années, Bruno Retailleau s'est présenté comme le chantre de l'ordre, des valeurs républicaines et de la rigueur budgétaire. Mais à y regarder de plus près, son bilan est un désastre autant sur le plan social que politique. Toujours prompt à dénoncer le laxisme, Retailleau a multiplié les discours martiaux sans jamais proposer de solution efficace. Résultat, aucune amélioration concrète sur la sécurité dans les territoires qu'il prétend défendre. Hostile à toutes les avancées sociales, il s'est opposé à la PMA pour toutes, à la réforme des droits de femmes et s'est aligné sur une vision rétrograde qui ne parle plus qu'à une minorité ultra-conservatrice, une droite coupée de la jeunesse, du réel et des défis du XXIe siècle. En Pays de la Loire, ces mandats sont marqués par l'austérité, des coupes budgétaires dans les services publics, une politique anti-environnementale assumée et une absence de soutien concret aux plus vulnérables. Tout cela, pourquoi ? Pour rassurer les marchés. Bruno Retailleau, aucune réforme majeure, aucune avancée pour les citoyens, aucune idée forte. Retailleau est l'illustration d'une droite qui brasse du vent, se replie sur elle-même et ne sait que dénoncer sans construire. La politique, ce n'est pas des phrases choc sur CNews, c'est des résultats. Et le sien est sans appel. Échec sur toute la ligne. Il est temps de tourner la page de ces figures qui parlent beaucoup mais n'agissent que pour conserver leurs privilèges. Place à des responsables connectés aux urgences sociales, écologiques et démocratiques de notre époque. Éric Ciotti incarne parfaitement la figure du politicien opportuniste, prêt à tout pour rester dans la lumière. Longtemps présenté comme un homme de conviction, il a fini par démontrer qu'il n'en avait qu'une seule, sa propre survie politique. Jamais d'alliance avec le Front National. En quelle langue faut-il le dire? Jamais d'alliance avec le Front National. Nous n'avons rien à voir avec le Front National. Je ne voterai jamais Marine Le Pen. Le Front National, le Rassemblement National est historiquement l'adversaire, voire l'ennemi de la famille gaulliste. Jamais d'alliance avec Marine Le Pen. Ça a toujours été notre ligne. La conviction, elle est claire, elle est forte, elle est solide, elle n'a pas varié d'un iota, c'est pas d'alliance avec le Front National. Éric Ciotti, une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement National, avec ses candidats. Je veux aujourd'hui dire tout mon soutien à Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que le RN fait partie de l'arc républicain aujourd'hui? Oui, très clairement. Son parcours récent illustre un manque flagrant de cohérence. Tantôt chantre d'une droite dure et sécuritaire, tantôt prêt à s'allier avec ceux qui critiquaient hier. Il donne l'image d'un homme qui ajuste son discours au gré du vent dominant. Son rapprochement avec le Rassemblement National est l'exemple le plus frappant. Après des années à jurer que jamais la droite républicaine ne ferait alliance avec l'extrême droite, le voilà prêt à franchir le pas, sacrifiant les valeurs de son propre parti sur l'autel de l'opportunisme. Cette attitude dessert non seulement son propre camp, mais aussi la crédibilité du débat politique en France. Plutôt que de défendre une ligne claire et assumée, il donne l'image d'un élu obsédé par
sa propre existence médiatique, quitte à renier tout ce qu'il prétendait défendre auparavant. Une girouette, c'est presque un euphémisme. Bruno Retailleau se vante d'une baisse de l'immigration, mais cette baisse ne lui doit absolument rien. Elle est le fruit d'une coopération entre l'Italie et la Tunisie qui a réduit les départs depuis l'Afrique du Nord. Aucun lien direct avec la politique française, ni avec ses discours martiaux au Sénat. Quant au QTF, les obligations de quitter le territoire français, Retailleau en fait un cheval de bataille. Mais les chiffres restent désastreux. Moins d'un quart sont réellement appliqués. Aucun progrès notable, aucune réforme décisive portée par lui. Retailleau brasse du vent, beaucoup de postures, peu d'action. Il capitalise sur des résultats qu'il n'a même pas provoqués et joue à l'homme d'État sans jamais sortir du commentaire. Une imposture politique, ou plutôt une ratatouille idéologique, un mélange creux d'autorité, d'angoisse identitaire et de slogans inefficaces. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Partagez si vous refusez qu'on instrumentalise l'immigration pour masquer l'inaction. Ne vous laissez pas berner. Partagez si vous refusez qu'on instrumentalise l'immigration pour masquer l'inaction. Informez-vous, informez les autres. Suivez-nous pour plus d'analyses claires et sans langue de bois. Il y a des moments en politique où le masque tombe, où le jeu des apparences ne trompe plus personne. Se présenter à l'élection présidentielle tout en restant ministre de l'Intérieur, c'est précisément cela, l'illustration parfaite d'un double discours poussé jusqu'à la caricature. D'un côté, on continue de porter l'uniforme du gouvernement Macron, de défendre sa ligne, ses décisions, ses échecs, comme ses réussites. De l'autre, on se lance dans une campagne personnelle, censée incarner une alternative, une autre vision, un autre cap. Comment peut-on prétendre changer la France quand on participe chaque matin à la diriger selon une ligne que l'on dit vouloir dépasser? Ce n'est plus du « en même temps », c'est du tout et son contraire. Un grand écart idéologique qui n'a plus rien d'innocent. Car derrière cette posture, il y a une logique purement stratégique. Utiliser la visibilité, les moyens et l'aura du ministère pour nourrir sa propre ambition présidentielle. Une confusion totale entre la mission confiée par les citoyens et l'agenda personnel du candidat. Et qu'on ne vienne pas parler de continuité républicaine ou de loyauté. La vraie loyauté, c'est la clarté. C'est avoir le courage de quitter son poste pour mener sa campagne à visage découvert, sans profiter de l'appareil d'État comme un tremplin. Mais la clarté en politique est devenue une denrée rare. Ce genre de manœuvre ne fait qu'alimenter le cynisme des Français et renforcer l'idée que la politique n'est plus qu'un théâtre d'ombre, où tout est calcul, tout est posture et où la sincérité est sacrifiée sur l'autel des ambitions personnelles. À ce niveau-là, ce n'est plus de l'hypocrisie, c'est un art toxique dont la démocratie paie le prix fort. Réagissez à mon post, donnez-moi votre avis.